Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. On va parler de ces manifestations, on va parler de la suite du mouvement, puisque vous souhaitez visiblement du côté de la France Insoumise qu'il y ait une suite à ce qui s'est passé aujourd'hui, à ce qui se passe depuis 3 semaines. Juste une chose, dans ce contexte que l'on sait tendu au niveau social, incertain, un tweet est venu aujourd'hui, comment dire, chatouiller toute la gauche notamment, mais pas que. Tweet du patron de Total Energy, Patrick Pouyanné. Je voulais qu'on commence par ça. Je vois que ça vous fait sourire aujourd'hui. Exercice au départ de transparence, on va dire ça comme ça, du PDG de Total. Je suis fatigué de cette accusation de m'être augmenté de 52%. Voici donc la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017. Elle est constante, sauf 2020, car j'ai volontairement amputé, les mots sont importants, mon salaire. Voilà, ce n'est pas moi qui fixe ma rémunération, mais le conseil d'administration de Total Energy qui le fixe et les actionnaires qui l'approuve. Bref, comment vous réagissez ce soir face à ces explications? Parce que c'est un argument que vous employez depuis des semaines, de dire que le patron de Total s'est augmenté de 52% en un an. C'est vrai, non? Enfin, sur le visuel, on voit bien qu'il a augmenté sa rémunération depuis l'année dernière de 52%. Franchement, c'est parce qu'il avait baissé de 36%. D'accord. Je vais pleurer, le pauvre. Écoutez, franchement, Monsieur Pouyanné, il gagne 6 millions d'euros par an, c'est ça qu'on voit sur le visuel. On est autour de 6 millions par an. Bon, ça fait 500 000 euros par mois. Bon, je pense que tout le monde dans ce pays comprend à peu près les volumes d'argent auxquels ça correspond. Quand dans le même temps, il y a des salariés qui demandent une augmentation, eux, ils demandent pas une augmentation de 52% aujourd'hui, les salariés de Total. Ils demandent une augmentation de 10%, avec une inflation qui atteint à peu près 6%. Je pense que quand on voit ça, quand on voit ces chiffres de rémunération, en ce qui me concerne, ça renforce ma détermination et ma conviction que les revendications salariales des salariés de Total sont légitimes. Ce qui est étonnant, c'est que justement Total avait publié les salaires des opérateurs, 5 000 euros, justement pour essayer de semer, ce qui était faux d'après la CGT. En tous les cas, la CGT avait n'avait pas accès à toutes les fiches de paye, mais avait donné les chiffres. Mais en tous les cas, l'objectif, c'était justement de diviser un petit peu les salariés en montrant, regardez, ils n'ont pas de quoi se plaindre, ils gagnent quand même 5 000 euros. Donc là, effectivement, c'est étonnant. En tous les cas, c'est très transparent de venir nous dire que lui, il gagne 6 millions d'euros. Les chiffres étaient connus avant. Il les utilise à ce moment-là. Mais de les utiliser, c'est pas une révélation. Pardon, par sa défense, là. On est troublé, Caroline, par le timing. Pourquoi aujourd'hui, alors que, encore une fois, Patrick Pouyanné n'a rien dit, pas un mot depuis le début de cette grève, ou quasiment, en tout cas pas à ma connaissance, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il vient publier ces 2 tweets alors qu'on a des manifestations, on va en parler, une grève qui se poursuit? Pourquoi maintenant? Oui, je réagissais, quand on parle d'exercice de transparence, ces chiffres sont connus. D'ailleurs, tous les patrons ne donnent pas le détail, mais c'est en général pour le PDG connu et pour la direction. Et donc, ce qui est étonnant, c'est un exercice de communication, puisque ce n'est pas une révélation. Donc, ce qui est étonnant, au bout de 2 semaines de discussion autour des salariés de Total que vient de rappeler Pauline, à ce moment-là, pile le jour où il y a une manifestation de l'ensemble, d'une partie des syndicats, des salariés, on a l'impression que Patrick Pouyanné veut, mais évidemment il se prend les pieds dans le tapis, enfin évidemment non, mais il se prend les pieds dans le tapis, venir au secours du gouvernement en disant non mais en fait moi je me suis pas vraiment augmenté, c'est lui, mais je me suis remis au même niveau qu'avant. Évidemment c'est contre-productif. Parce que le vrai problème, on l'a évoqué tout à l'heure, ça n'est pas le salaire de M. Pouyanné, même si moi j'ai du mal à réaliser ce que c'est 500 000 euros par an. La vraie question, de mon point de vue, c'est surtout la répartition de la valeur entre les salaires, les actionnaires, les dividendes et les investissements. Et là, j'ai un autre exemple aujourd'hui. Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Stellantis, pour ceux qui ne le savent pas, 400 000 salariés dans le monde, à peu près. C'est Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, etc. 19 millions d'euros de salaire l'an dernier. On l'écoute, il était sur France Info. 90% de ma rémunération est variable en fonction des résultats de l'entreprise. Oui. Donc si nous avons pu atteindre ces niveaux-là, c'est parce que les résultats de l'entreprise sont bons. Donc il faut d'abord se réjouir de cela, à la fois pour la pérennité de l'entreprise, pour les impôts que nous payons et pour l'activité que nous générons dans les différents pays, dont la France. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que ceci résulte d'une décision du conseil d'administration de mon entreprise. Moi, je suis un salarié comme un autre, et donc j'ai une prestation, j'ai un salaire qui est variable à 90%,
le board décide un certain nombre d'objectifs, ils sont tenus, l'entreprise paye, c'est transactionnel et c'est un accord, un contrat entre l'entreprise et son salarié que je suis. Je peux reprendre 2 secondes. Oui. La journaliste ne répond pas, mais en fait, depuis que M. Carlos Tavares est devenu le patron de ce qui était Peugeot Citroën, qui a été sauvé, je le rappelle, grâce à l'intervention de l'État et d'Arnaud Montebourg à l'époque, le siège de ce qui est devenu Stellantis a été transféré aux Pays-Bas. Et à l'Obs, avant l'été, on a fait une grande enquête sur l'imposition du CAC 40. Stellantis n'a pas répondu parce qu'il ne paye pas d'impôts sur les sociétés en France a priori. Donc il dit les impôts qu'on paye, non. L'impôt sur les bénéfices en France a priori Stellantis, sauf à venir nous donner le chiffre, il n'en paye pas. Ah, on attend le chiffre. Je suis un salarié comme un autre, dit Carlos Tavares. Non, il n'est pas un salarié comme un autre. Vous savez, il y a eu des chiffres qui sont sortis aujourd'hui qui disent que sur l'année, en moyenne, les salaires du privé ont augmenté de 3,1%. Les salaires du public, on le sait, puisqu'il y a une revalorisation des points d'indice du fonctionnaire qui a été décidée de 3,5%, et l'inflation atteint à peu près 6%. Excusez-moi de ces chiffres, c'est juste pour dire les choses de manière très concrète. Ça veut dire que tous les salariés de ce pays aujourd'hui, en moyenne, qu'ils soient dans le privé ou dans le public, et contrairement d'ailleurs à ce que dit le gouvernement, perdent du pouvoir d'achat. Parce que quand vous avez des augmentations de salaire qui sont plus faibles que le niveau d'augmentation des prix, en réalité, vous perdez du pouvoir d'achat. Et c'est pas le cas de ces grands patrons-là qui, eux, n'ont pas perdu de pouvoir d'achat. Ne vous inquiétez pas pour eux. Donc il y a une forme d'indécence, d'injustice qui explique aussi, à mon avis, le mouvement de contestation d'aujourd'hui face à un gouvernement, je dois le dire quand même, qui ne fait rien sur le sujet. Ça fait des mois que nous lui proposons d'augmenter le SMIC, de convoquer une conférence sur les salaires pour mettre tous les partenaires sociaux autour de la table pour dire comment on fait en sorte que les salaires augmentent. On a proposé juste cet après-midi à l'Assemblée nationale un amendement pour encadrer les écarts de salaire dans une entreprise de 1 à 20 pour faire en sorte qu'il y ait des écarts qui soient raisonnables. Refusé par la majorité et le Rassemblement national, comme le SMIC, comme l'ISF, ça a été examiné hier. Donc à un moment, face à cette injustice, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui ont envie de rentrer en mobilisation, en mouvement, puisqu'ils ont l'impression que c'est le seul outil à leur disposition. On va parler de cette mobilisation dans une seconde. Simplement, Guillaume, je voudrais qu'on revienne avec vous sur une des images de cet après-midi. On avait donc à Paris autour de 13 000 personnes dans la rue, 2 fois moins que dimanche dernier. 13 000, c'est le nombre donné par la police. Par la police. Je le précise, évidemment, le chiffre donné par la CGT, il est beaucoup plus élevé. Je ne l'ai plus sous les yeux. 107 000, je crois. Il est beaucoup plus élevé. Non, ça, j'ai vu 70 000, pardon, 70 000 pour la CGT. Là, on parle de Paris. Mais il y a eu des tensions cet après-midi, limitées, c'est ce que dit le préfet de police Nunez. Il y a quand même cette scène que je voulais que l'on voit avant de parler de la mobilisation, cette scène de ces 2 policiers qui se retrouvent encerclés. On regarde et on en parle juste après, Guillaume. Non, arrêtez, ce bâtard. C'est pas là. David. Allez, cours, pars-toi, allez, dégage. Guillaume, on voit ce policier qui dit j'ai peur. Oui, on voit un commissaire de police, il y a un autre policier qui est à son contact immédiat. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ils se sont retrouvés comme ça isolés, en sous-nombre, en situation évidente de vulnérabilité. À un moment donné, ce commissaire d'ailleurs va sortir une grenade de désencerclement et la jeter au niveau du sol. C'est l'unique grenade de désencerclement utilisée aujourd'hui. Ensuite, ils finissent par partir. Alors c'est vrai que ces images, elles contrastent avec un bilan qui, sur le plan de l'ordre public, reste plutôt bon. C'est-à-dire il y a effectivement cette concession BMW dont la vitrine a été dégradée. On va voir les images aussi, oui. Mais il n'y a pas eu un Paris à feu et à sang. Alors certes, si on compare à dimanche, ça s'est remarquablement bien passé. Il y a ces quelques images. Mais de manière générale, je voudrais quand même souligner une rupture de style entre l'actuel préfet de police, Laurent Nunez, et son prédécesseur Didier Allemand, qui consiste déjà à parler aux organisateurs. Ce que ne faisait pas Didier Allemand, il refusait de le faire. Il a d'ailleurs parlé dans le journal du dimanche dernier en disant qu'il assumait un style très martial, très musclé, très brutal aussi parfois, alors que Laurent Nunez a fait le pari du dialogue avec les organisateurs. Ça s'est extrêmement bien passé avec la NUPES, on en parlait dimanche soir. Il y a eu des échanges en amont, pendant la manifestation, par téléphone, justement avec le service d'ordre, en laissant faire les gens, et ça s'est reproduit aujourd'hui avec la CGT. C'est son style. Maintenant, le ministre de l'Intérieur valide cette rupture. Est-ce que dans la durée, il pourra poursuivre comme ça? Parce qu'il ne faudrait pas que des images qui perdurent ainsi fassent qu'on en revienne à un maintien de l'ordre qui serait beaucoup plus au contact et donc aussi, d'une certaine façon, beaucoup plus musclé. Il y a quand même toujours ce symptôme dans la société qui a changé dans les manifestations, de voir ces policiers frappés, pris à partie par une foule qui veut s'en prendre physiquement à eux.
c'est quand même assez saisissant de voir que ce niveau de violence est toujours latent dans la société. On se rappelle des images, effectivement, de l'époque des Gilets jaunes, où moi je me rappelle de l'Arc de Triomphe, où on voyait ces policiers qui étaient à terre, qui se faisaient prendre à partie. Ça te dit quand même une forme de violence décomplexée à l'endroit de l'autorité publique, qui reste quand même, je trouve, un peu inquiétant. Alors, on a vu très peu d'images de ce genre aujourd'hui, soulignons-le, mais cette façon dont on peut s'en prendre aux forces de l'ordre, je trouve, est parfois quand même un peu saisissante. Ça, c'est inacceptable, mais la nuance qu'il faut émettre, c'est la distinction vraiment entre le pré-cortège et le cortège. Ça, il faut vraiment insister là-dessus. Mais vous condamnez ces images, ces actions contre les policiers, Manuel Bompard? Mais à votre avis? Mais bien évidemment, enfin écoutez, franchement, moi j'aspire à ce qu'on puisse dans ce pays manifester en paix et qu'on puisse manifester dans des bonnes conditions. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit à l'instant. Sur les 2 points, c'est-à-dire premièrement que j'observe avec satisfaction une évolution dans la doctrine du maintien de l'ordre. J'ai suffisamment dénoncé à l'époque du préfet l'allemand un certain nombre de méthodes qui, de mon point de vue, n'étaient pas efficaces pour permettre aux Françaises et aux Français qui le souhaitent de pouvoir manifester dans des bonnes conditions, pour reconnaître quand ça avance dans la bonne direction. Et la deuxième distinction que vous venez de faire à l'instant, elle est très importante. Ne perdez pas de vue qu'il y a des gens qui viennent aujourd'hui dans ces manifestations, qui ne participent pas de ces manifestations. Ça a été le cas dimanche, c'est sans doute le cas ici, qui décident d'essayer de faire ce qu'on appelle des cortèges de tête, alors qu'ils ne sont pas partie prenante de la mobilisation de sa revendication et de ses mots d'ordre. Néanmoins, je veux quand même le dire, puisque vous avez montré cette image, qu'il y a une autre image personnellement qui m'a choqué. J'ai vu des images de forces de police qui attaquent le service d'ordre des organisations syndicales. Je les ai trouvées extrêmement choquantes. Alors j'espère que sur ces images-là, comme sur celle-ci, la lumière sera faite, parce que si vous voulez que les manifestations se passent bien, vous avez intérêt à ce que vous ayez des services d'ordre qui soient organisés dans les manifestations et donc pas qu'ils soient attaqués par les policiers. Manuel Bompard, 300 000 manifestants en France, d'après la CGT, un peu plus de 100 000 pour la police. Est-ce que ce soir, c'est le début ou la fin? Ben, ce soir, c'est une étape. Enfin, ça sera la fin. Vous savez, je vais vous dire, d'abord, c'est pas moi qui décide des mouvements de grève. Ce sont les salariés eux-mêmes qui décident s'ils considèrent que leurs revendications ont été entendues, s'ils ont envie de continuer un mouvement ou s'ils ont envie de l'arrêter. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est est-ce que les revendications qui se sont exprimées aujourd'hui dans la rue, qui étaient au cœur de la manifestation qu'on a organisée dimanche dernier, est-ce que ces revendications, elles ont aujourd'hui été satisfaites? La réponse, elle est clairement non. J'en ai parlé en introduction. Les revendications, c'est essentiellement... Donc, est-ce que vous appelez à une nouvelle manifestation à la France Insoumise? Alors, attendez, 2 choses. Premièrement, la journée d'aujourd'hui, elle n'était pas organisée par la France Insoumise. Je sais, celle de dimanche dernier, je précise que je veux pas qu'il y ait une incompréhension. C'est les organisations syndicales qui ont pris cette initiative. Donc, il leur appartient de décider si oui ou non elles souhaitent proposer une autre journée d'action. Mais monsieur Bompard, dimanche, Jean-Luc Mélenchon appelait à une grande conjonction. J'allais vous répondre. Laissez entendre qu'il y a une forme de continu. Non mais c'est pour ça, on peut pas totalement vous défaire la France Insoumise de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne la distingue pas et tout ça participe à mon avis d'un même mouvement, commun de protestation contre la politique gouvernementale et avec des exigences en matière salariale face à l'explosion des prix, en matière climatique. C'était aussi un mot d'ordre de notre journée de dimanche. En ce qui concerne la France Insoumise, qui n'était pas la seule formation organisatrice de la marche de dimanche, il y a eu une réunion ce soir, il y en a une demain, où on réfléchit avec les différents organisateurs de la marche de dimanche aux suites qu'on a envie de donner à cette initiative. On parle d'une nouvelle manifestation mi-novembre. Mais ça, cette information, je ne sais pas d'où elle sort parce que c'est pour ça que je pose la question. Je vous dis sincèrement les choses. Toutes les options sont sur la table, mais aucune option n'a été choisie pour l'instant. J'ai vu passer une date qui est la date du 18 novembre. Je comprends pas d'où vient cette date. C'est une date de manifestation le vendredi. Nous, on propose des manifestations en week-end. Jusqu'à preuve du contraire, le vendredi, c'est pas tout à fait le week-end. Une chose, vous le dites, ça se décide évidemment dans les entreprises notamment. On a ce soir, Pauline Simonet, quelques indices qui nous permettent de prendre la température du mouvement, notamment du côté des raffineries chez Total. Oui, effectivement, on a appris que du côté de la CGT, le mouvement est reconduit jusqu'à demain midi au moins. Ensuite, il y aura à nouveau des assemblées générales pour voir si le mouvement sera reconduit. Donc, les 3 raffineries sur 7 sont toujours à l'arrêt, ainsi que les 5 dépôts. Du côté de la SNCF, on prévoit un retour progressif à la normale dès ce mercredi. Il y aura tout de même un trafic qui sera encore un peu perturbé en Ile-de-France, à Paris notamment, du côté du RERD. Mais globalement, dans les autres secteurs, c'est un retour à la normale. On semble loin, Manuel Bompard, ce soir, au vu de ce que nous dit Pauline et des informations qui nous remontent, du Front populaire, d'un mai 68 perlé, comme on a parlé ce matin Jean-Luc Mélenchon.
l'odeur de mai 68, on la retrouve pas tout à fait ce soir. Je sais pas si vous avez une très bonne mémoire. Moi, j'étais pas né, mais j'ai lu quelques livres d'histoire de ce qui s'est passé en mai 68. 7 millions de grévistes au plus fort de mai 68. Au plus fort, ouais, c'est bien ce que vous avez dit. Et vous, le début, vous êtes au courant? Vous savez comment ça a commencé, mai 68? Les conditions sont honnêtement... Non, mais d'accord, mais c'est vous qui faites la comparaison, c'est pas moi, là. Donc, non, c'est Jean-Luc Mélenchon. Non. Écoutez, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait la comparaison, monsieur Bompard. Il a parlé de mai 68 perlé. Vous m'interrogez sur mai 68. Je vous rappelle que mai 68, ça a commencé par des manifestations, petit moment d'histoire, dans les entreprises, dans les industries aéronautiques à l'époque, avant de devenir un mouvement qui se généralise à l'ensemble de la société. Vous voulez dire que vous attendez non, je veux rien dire. la réforme des retraites pour lancer le Je veux rien dire. Je veux juste dire que si sur la base de la journée d'aujourd'hui, vous considérez que les revendications légitimes qui étaient au cœur de la journée d'action ont été satisfaites et que le mouvement ça va s'arrêter, à mon avis, vous vous trompez. Maintenant, les organisations syndicales, les salariés dans les entreprises, les citoyens qui ont envie de manifester, ils réfléchissent à la manière la plus efficace de le faire. Et là où vous avez raison, c'est que clairement, tout le monde a en ligne de mire le fait qu'il va y avoir une grande bataille qui va arriver, qui est la bataille sur les retraites, et que les initiatives qui sont prises en ce moment, c'est aussi des initiatives qui, de mon point de vue, commencent à préparer le rapport de force qui sera nécessaire pour faire face et empêcher Emmanuel Macron de reporter l'âge de départ à la retraite. Et je précise qu'il y avait d'ailleurs des grévistes aussi au sein de cette entreprise, de BFM TV, et que l'émission se déroule dans des conditions particulières. Ils ont bien raison. Juste une remarque, on comprend qu'il y a un sujet sur les salaires, ça tout le monde le comprend aujourd'hui, il y a un sujet sur l'inflation, sur l'énergie, peut-être sur les retraites bientôt. Mais il y a aussi, on a le sentiment d'une forme de lassitude. C'est-à-dire que même si les Français comprennent tous ces mots d'ordre, on a l'impression d'une grande lassitude. Il y a eu une vague de l'IFOP il n'y a pas très longtemps où les Français ont envoyé l'idée de vouloir des compromis, vouloir que le gouvernement puisse faire des concessions aux oppositions. Mais de la même façon, ils trouvaient que la France insoumise était parfois trop radicale et que Jean-Luc Mélenchon était parfois trop radical dans ses prises de position, comme s'il critiquait au fond cette espèce d'affrontement permanent qu'on ressent depuis septembre. Et donc, il y a aussi cette interrogation-là. Est-ce que les Français sont dans la même mode de revendication que vous, c'est-à-dire peut-être aussi radical, alors qu'on sort de 2 ans de Covid, d'une guerre en Ukraine, et que les gens, en fait, sont un peu fatigués de tous ces combats? Ça, c'est les Français qui le décideront. Moi, je lis vos sondages, parce que vous en faites avec l'Institut ELAB. Vous en avez un qui est sorti ce matin, sauf erreur de ma part. Oui. Il y a des enseignements qui sont intéressants dans ce sondage. Oui. Il est dit, par exemple, c'est les chiffres que vous citez pas, j'ai remarqué aujourd'hui, mais je vous l'ai dit, je les cite pour les téléspectateurs qui nous écoutent, 30% des Françaises et des Français sont prêts à participer à une mobilisation sociale pour réclamer des augmentations de salaire. 66% des Français sont opposés à l'utilisation du 49.3. Pourquoi on les a pas vus aujourd'hui, du coup, dans la rue? Oui, c'était 6% dans l'éducation nationale. C'est la deuxième partie de la question. Monsieur Bompard, il y a aussi une majorité. C'est intéressant vous répondez sur la suite. C'est-à-dire, écoutez, vous expliquez que ça ne se traduise pas dans la rue. C'est ça ma question. Elle n'est pas du tout... D'abord, la manifestation qu'on a organisée dimanche était un succès populaire. Je veux dire, en termes de participants, d'ampleur de la manifestation, de détermination. C'était une des plus grandes manifestations organisées à Paris ces dernières années. Pour le reste, je ne vais pas esquiver votre question. Oui. Chaque personne que vous rencontrez, que je rencontre personnellement, elle a une tension entre des espérances, des illusions, le sentiment que ça sert à rien, la résignation et l'envie d'être la colère et l'envie de se mobiliser pour essayer de changer les choses. Chaque personne, elle est là-dedans. Et puis il y a beaucoup de gens qui essayent de répandre l'idée que ça sert à rien, qu'on peut pas faire autrement, qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous y participez parfois, et puis le gouvernement y participe aussi. Et puis nous, notre travail, c'est de dire si ça sert à quelque chose de se mobiliser. Voilà, je donne un exemple. Aujourd'hui, les salariés, chauffeurs de car à Laval, en une journée de grève, ils ont obtenu une augmentation salariale de près de 15%. Voilà. Donc ça sert à quelque chose de se mobiliser. Et moi, mon travail, c'est d'essayer de donner du courage aux celles et ceux qui ont envie de se battre pour essayer de réclamer des augmentations que pour l'instant, le gouvernement ne veut pas leur donner. Mais vous le dites, effectivement, on est tous pris dans des contradictions, évidemment, des arbitrages à faire, des contradictions. J'en ai une à vous montrer ce soir. C'est une petite surprise ce soir. Toujours des petites surprises. Un piège, ça s'appelle. Non, pas un piège. Non, petite surprise. Une archive qui a beaucoup tourné aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir. On est en avril 2013. Jean-Luc Mélenchon est face à Jacques Attali sur France 2. L'émission s'appelle Des paroles et des actes. Et à l'époque, vous allez voir, l'inflation ne posait aucun problème à Jean-Luc Mélenchon. 5% d'inflation, même pas mal. Regardez le face-à-face. Il y a donc 4 manières d'en sortir. Une qui est la mauvaise, c'est celle qu'on applique. Qu'est-ce qui reste? La guerre. Ni vous ni moi ne la souhaitons. Qu'est-ce qui nous reste? L'inflation. C'est l'inflation qui m'intéresse. Alors, voyons. Très bien, l'inflation, c'est une solution. Et puisque vous avez cité... Vous préférez l'inflation ou la mort? Je préfère l'inflation. Parfait. Chiffrez cette inflation. Laissez-moi. Prenez le total des dettes européennes,
les monétiser par la Banque Centrale Européenne, combien d'inflation? C'est là ce que je voulais... 4 à 5 points, c'est ce que me dit le professeur Jacques Généreux de la Commission économique du Front de Gauche. Me dit ça représente 4 à 5 points. Eh bien, vive les 4 à 5 points et rendez-nous notre boulot. Permettez-nous de vivre. Arrêtez de nous faire payer une dette que personne ne remboursera. Jamais. Pour Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, l'inflation permettait de payer la dette. Vous êtes tombé sur le mauvais client, je connais mon Mélenchon sur le bout des doigts. Vous savez, il faut, quand on fait une citation comme ça, surtout quand elle date de plusieurs années, il faut généralement la mettre dans le contexte. Le débat en question était un débat sur la dette. Comment on sortait de l'endettement. Et Jean-Luc Mélenchon disait, à juste titre, d'un point de vue économique, que l'inflation avait un mérite, c'est de faire fondre la dette. Ouais. Voilà. Mais bien évidemment, quand Jean-Luc Mélenchon parle de cette inflation, ça a toujours été dans nos propositions en 2012, en 2017, en 2022, il adjoint à cette inflation des augmentations de salaire qui sont des augmentations de salaire au-delà du niveau de l'inflation, bien évidemment. Parce que si c'est seulement l'inflation et les salaires qui stagnent, alors personne ne peut résister à cette situation. Donc vous voyez, vous avez essayé de me faire un petit piège, mais là, je vous dis franchement les choses, il faut mettre les choses dans le contexte. Et bien évidemment, l'inflation n'est pas en soi problématique si les salaires augmentent davantage que l'inflation. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'en ai donné les chiffres tout à l'heure. Est-ce que votre crainte ce soir, c'est que le mouvement s'éteigne ? Non mais moi j'ai pas de ma crainte c'est pas que le mouvement s'éteigne. Je pense que vous vous trompez si vous pensez que le mouvement va s'éteindre. Je pense qu'il y a une colère très forte dans ce pays. Maintenant, je vais préciser ma question. Est-ce que votre crainte c'est que le mouvement s'éteigne alors que le sujet des salaires qui est repris, y compris par Bruno Le Maire, par Gérald Darmanin, qui disent on a un souci sur les salaires en France. Est-ce que vous dites, là, il y a une crainte? Mais le mouvement ne s'éteindra pas. Le mouvement, il changera peut-être de forme. Peut-être que des salariés qui sont en grève aujourd'hui, à un moment, vont considérer que leurs revendications sont satisfaites. Peut-être que les formes traditionnelles, comme ce qu'on a pu voir aujourd'hui, sont un peu en train de s'essouffler. Peut-être que ça va changer de forme. Peut-être que ça... Enfin, écoutez, on aurait eu cette discussion 4 jours avant le début du mouvement des Gilets jaunes. Personne sur ce plateau... Mais ça n'a rien à voir, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, les syndicats étaient totalement dépassés par ce qui se passait sur le terrain. Alors que là, les syndicats sont à l'initiative. Précisément la même chose. Je suis en train de vous dire que le mouvement peut changer de forme et que si on avait eu cette discussion 3 ou 4 jours avant le déclenchement des Gilets jaunes, personne ici aurait pronostiqué un mouvement d'une telle ampleur. Je veux vous dire que la situation est une situation explosive parce que les gens sont en colère, parce que les gens ne s'en sortent pas. La question est de savoir si ça va se traduire par un mouvement social d'ampleur ou pas. Et ça, personne n'a la réponse. Mais moi, je suis pas un commentateur, je suis pas un devin, je suis pas un pronostiqueur de ce qui va se passer demain. J'essaye, avec mes amis, d'être un acteur de la situation politique. Et un acteur, ça veut dire quelqu'un qui fait des propositions pour essayer de sortir de cette situation. Moi, j'aspire pas au blocage du pays. J'aspire à ce que la vie, elle soit moins difficile pour les gens. J'aspire à ce que les salariés aient des augmentations de salaire qui soient à la hauteur de l'augmentation des prix. J'aspire à ce que les choses s'améliorent, que la situation évolue de manière positive. Et soit on l'obtient tout de suite, soit on l'obtiendra demain. Justement, est-ce que vous aspirez à un meilleur dialogue aussi dans les entreprises? Là, vous citiez l'exemple des chauffeurs de car de Laval. Est-ce que vous avez l'impression, on a entendu également du côté du gouvernement, vous le disiez, Bruno Le Maire, qui reconnaît qu'il faut des augmentations de salaire, qui en tout cas... Bruno Le Maire a pas... Mais Gérald Darmanin, par exemple, ce sont des déclarations. Mais est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir du dialogue dans les entreprises, des discussions, et que ça se règle de cette manière-là? Mais madame, d'abord, si on est arrivé à cette situation de blocage à Total, il faudrait quand même le dire à un moment, c'est parce que jusqu'à ce que les salariés se mettent en grève et jusqu'à qu'ils tiennent en grève pendant 3 semaines, la direction actuelle de Total refusait toute négociation de salaire concernant l'année 2022 et reporter les négociations salariales à une date qui était le 15 novembre pour dire on discutera des augmentations de salaire de 2023. Et là, il y a un accord et la grève continue. Attendez, il n'y a pas d'accord. Ah bah si. Non, pas avec les salariés. Il y a un accord majoritaire. Non, il n'y a pas un accord avec les structures qui sont majoritaires dans les raffineries. Les structures d'accord. Chez Total, CFDT, CFE-CGC, ça fait accord majoritaire. En grève, monsieur Duhamel. Mais ça fait un accord majoritaire. Est-ce qu'ils étaient dans le mouvement? Mais je dis pas que les deux sont antinomiques, je dis juste qu'il y a un accord majoritaire qui a été trouvé. Mais pas avec les salariés qui sont en grève. Et si vous voulez faire en sorte qu'on sorte de la situation de grève, il faut convaincre les salariés qui sont en grève. Et donc, il faut leur accorder des revalorisations de salaire au moins supérieures à l'inflation. Il faut convaitre les 90 salariés qui sont en grève. Alors attendez, on va revenir là-dessus, mais je termine la réponse à madame. Donc non, je ne crois pas du tout. Là, ils les ont, les 7%. Non, ils les ont pas. La CGT veut 3% de plus. Non, ils ne les ont pas. Et ça fait partie des multiples fausses informations qui ont été transmises sur ce sujet en particulier. Parce qu'il y a 5% d'augmentation générale qui concerne l'ensemble des salariés et 2% de ce qu'on appelle des augmentations individuelles qui vont concerner certains salariés, mais pas d'autres salariés. Total n'est pas toutes les entreprises. Toutes les entreprises françaises sont pas des bénéfices. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des
des comptes qui sont dégradés par la crise, qui vont peut-être subir la récession l'année prochaine avec des coûts de production qui sont très élevés. Donc votre sujet, ça va peut-être bientôt être non plus tellement le pouvoir d'achat, mais les destructions d'emplois. D'accord, mais pour l'instant, on parlait de Total, puisque madame m'interrogeait sur l'état du dialogue social. Donc je dis que dans ces entreprises-là, et malgré les demandes polies et gentilles de monsieur le maire depuis des mois, il n'y a eu aucune négociation salariale. Donc il ne suffit pas seulement de demander, de prier, de supplier la direction de Total. Pour l'instant, la direction de Total, elle a fait un pied de nez au gouvernement. Elle a dit, on discute pas des salaires avant que les salariés se mettent en grève. Par contre, moi, le patron de Total, je m'augmente de 52%. Voilà, ça a été la réponse. Mais donc vous dites qu'il faut convaincre les 90, 120 salariés de Total aujourd'hui en grève. Mais c'est pas les convaincre, il faut céder à leurs revendications ou à une partie de leurs revendications. Il faut rentrer dans la négociation avec eux. Il faut pas leur taper. Vous avez bien compris que ce qui m'intéressait, c'était le chiffre, le 90, 120. Mais en gros, on explique aujourd'hui qu'il y a 25% des stations-service qui sont bloquées parce que 90 à 120 personnes sont en grève aujourd'hui en France. C'est bien la preuve qu'ils sont indispensables au fonctionnement de ces entreprises. Sur 14 000 et donc peut-être qu'ils devraient profiter des profits exceptionnels qui ont été réalisés par ces entreprises, puisqu'ils sont indispensables au fonctionnement de ces entreprises. Ces entreprises, l'entreprise Total, elle a réalisé 18 milliards d'euros de bénéfices sur le premier semestre de l'année 2022. Et les salariés de Total, et en particulier les salariés des raffineries, ça devrait être les seuls à ne pas en profiter. Et vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça normal d'un point de vue de justice élémentaire, de justice sociale? Bah non, désolé. Ces salariés-là, ils sont indispensables au fonctionnement de cette entreprise. C'est normal que leur salaire soit augmenté. On arrive au bout d'un mot. Qu'est-ce qu'on fera quand les bénéfices redescendront? Mais bon, on verra. Quand les bénéfices... Les augmentations de salaire sont toujours là. Mais pour l'instant, les augmentations... Vous savez bien que c'est l'argument massif. Très bien, vous pouvez me retourner l'argument si vous voulez, mais... Non, je vous pose juste la question. Non, mais il n'y a pas de problème, je réponds à votre question. Mais pour l'instant, ce qu'on a, c'est des dividendes qui explosent, chez Total comme dans le reste du pays. Vous me parlez de toutes les entreprises. Record historique de versement des dividendes cette année, plus de 33%. J'ai compris votre question. Je vous dis juste que pour l'instant, on a l'augmentation pour les patrons et pas l'augmentation pour les salariés. Ça, c'est l'état actuel. Merci Manuel Bompard.